Salut à toi, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. As-tu la liberté de conduire un véhicule haut de gamme? Bah écoute, là, pas vraiment, non. Pourtant, d'après les définitions de la liberté auxquelles on était arrivé dans cet épisode précédent, eh bah si, tu as cette liberté en fait. Ah bon? Eh bah super. Alors pour rappel, on avait vu que dans un premier sens, on avait la liberté de faire X pourvu seulement que faire X ne soit ni interdit ni obligatoire. Il faut que ce soit dans le silence de la loi, comme on dit pour faire chic. Et de fait, aucune loi ne t'interdit de conduire un véhicule haut de gamme, ni ne t'y oblige. Donc de ce point de vue, tu en es libre. Mouais. Et dans un deuxième sens de l'expression, on avait aussi ajouté une condition plus forte. Pour que tu sois libre de faire X au sens 2, il faudrait que les lois garantissent qu'autrui ne va pas interférer dans ton choix de faire ou non X. Et cette condition est satisfaite aussi s'agissant de ton choix de conduire ou non un véhicule haut de gamme. Nul n'interfère dans ton choix, jeune entrepreneur, donc tu es bien libre de le faire. J'ai peut-être la liberté, mais j'ai pas les moyens. Ah mais oui, c'est ça qui te manque, et ça peut être très important ça, les moyens, la capacité réelle à faire ou non des trucs. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire ce petit épisode pour compléter ma première vidéo sur la liberté. Bon, en même temps, je t'avoue que la liberté de conduire un véhicule haut de gamme, j'en ai un peu rien à foutre. Alors prenons un exemple beaucoup moins drôle. Considère un système de santé comme celui des États-Unis et imagine une personne qui a besoin de se faire soigner mais qui n'a pas les moyens de payer pour ça. Est-elle alors libre de se faire soigner? Bah non, clairement pas. Pourtant là aussi, la loi ne lui interdit pas de se soigner et personne d'autre n'interfère dans son choix de se soigner ou pas. Personne n'interfère, j'ai quand même l'impression qu'il y a une interférence d'une façon ou d'une autre parce qu'elle voudrait bien se faire soigner et elle peut pas. Alors disons qu'il faut bien distinguer le cas où une personne est en capacité de faire X, elle en a bien les moyens, mais d'autres personnes agissent positivement pour l'en empêcher, comme moi qui t'arracherais ta paire de Crocs par exemple. Ça c'est de l'interférence positive, disons, pas au sens où c'est bien, mais au sens où ça réside dans une action. Et donc il faut bien distinguer ce cas du cas où une personne est en incapacité de faire X, elle n'en a pas les moyens, et donc il n'y a rien besoin de faire pour l'empêcher de faire X. Il faudrait au contraire que d'autres personnes fassent positivement quelque chose pour lui conférer cette capacité. Mais si les autres ne le font pas, est-ce qu'on va considérer cette inaction comme de l'interférence vis-à-vis de son choix de faire ou non X? Ce serait une sorte d'interférence négative, on pourrait dire, mais ça paraît quand même un peu étrange de parler d'interférence quand celle-ci réside dans l'inaction, en fait. Et en tout cas, quand on parlait de la liberté au sens 2 dans l'épisode précédent, avec cette idée de non-interférence d'autrui, c'est clairement la première interprétation qu'on retient, l'interférence positive. Et donc oui, selon cette définition, un patient qui n'a pas les moyens de payer pour ses soins n'en a pas moins la liberté de se faire soigner. Mais on sent bien que c'est bizarre et dégueulasse de dire ça, et il y a peut-être un truc qui cloche dans cette définition, du coup. Bah oui, est-ce qu'on pourrait pas ajouter un troisième sens de liberté encore plus fort? Genre on ajouterait l'idée que pour être libre de faire X, pour en avoir vraiment le droit, il faut aussi que j'ai réellement la capacité de faire X ou non. Eh bien pourquoi pas, écoute, on est là pour ça, donner des définitions de la liberté, donc allons-y. On va appeler ça la liberté au sens 3. Liberté ou droit, comme je disais la dernière fois, les deux termes sont assez voisins dans ces contextes. Le truc particulier avec ce sens 3, c'est que si on veut que dans un état tout le monde dispose du même droit de faire X, que tout le monde soit libre de faire X, au sens d'avoir réellement la capacité de faire X. Le type de contrainte que ça va imposer sur les uns et les autres sera très différent du type de contrainte qu'impose la liberté ou le droit au sens 2. En ce sens 2, on a vu que les droits des uns font effectivement peser des contraintes sur les autres, mais ce sont seulement des contraintes négatives. Les autres doivent seulement ne pas interférer avec ma volonté de faire X ou non, peu importe d'ailleurs que j'ai la capacité ou non de faire X. Mais avec les droits ou libertés au sens 3, la contrainte que ça fait peser sur les autres est très différente en ceci qu'elle est bien souvent positive. Si l'État doit faire en sorte que chacun dispose vraiment de cette capacité à faire X, ça pourrait passer par le fait de contraindre telle ou telle personne à participer à un effort qui vise à donner cette capacité à ceux qui ne l'ont pas. Typiquement en mettant à contribution une partie de leur revenu pour ça, par exemple. Et notez aussi que pour certains types d'actions, ça peut très vite faire peser des contraintes qui sont juste intenables en fait. Pour prendre un exemple totalement débile, la liberté ou le droit d'aller sur la Lune, eh bien au sens 2, on l'a tous. La loi ne va pas vous l'interdire et personne ne va interférer avec votre volonté d'y aller. Si vous trouvez un moyen, après tout, allez-y, c'est juste à 300 000 km. Mais cette même liberté prise au sens 3, quasi personne ne l'a et il serait juste intenable de vouloir l'accorder à tous parce qu'on ne peut juste pas matériellement accorder cette possibilité à grand monde. On n'a pas les moyens malheureusement. Ok, donc la différence entre les sens 2 et 3, c'est que être libre au sens 2, ça exige seulement des autres qui me foutent la paix en gros, tandis qu'être libre de X au sens 3, s'il se trouve que je suis pas en capacité de faire X, ça exige des autres qu'ils fassent positivement quelque chose pour que j'obtienne cette capacité, en quelque sorte. Voilà,
c'est l'idée. Et pour caractériser cette différence entre les sens 2 et 3, on parle parfois de la distinction entre liberté formelle et liberté réelle, ou entre droit-liberté et droit-créance. Créance parce que ces droits créent en quelque sorte un dû que l'on pourrait réclamer à l'État. Et en ayant ça en tête, vous remarquerez que quand on réclame un droit ou une liberté, ça peut être ambigu de savoir en quel sens on la réclame. Est-ce qu'on la réclame comme une liberté formelle seulement, ou au moins dans une certaine mesure, comme une liberté réelle aussi? Prenons la liberté de culte par exemple. La concevoir comme une liberté formelle, c'est seulement attendre que la loi ne contraigne ni de pratiquer un culte, ni de ne pas le pratiquer, et qu'elle me garantisse contre l'interférence de ceux qui voudraient me forcer ou m'empêcher de pratiquer ou non tel ou tel culte. C'est la moindre des choses et je pense que c'est plus ou moins ce qu'on a en tête par défaut quand on parle de la liberté de culte en général. Avant tout, la non-interférence de l'État ou de qui que ce soit dans le choix de pratiquer ou non un culte. Mais notez qu'une personne pourrait fort bien disposer de cette liberté en ce sens sans disposer réellement de la capacité à pratiquer son culte, par exemple faute d'un lieu de culte approprié. C'est vrai que pour ma part, je suis un adepte du dieu Baal et j'aimerais beaucoup qu'un temple ouvre à côté de chez moi, parce que comment je fais pour les sacrifices sinon? En tout cas, si l'on voulait que la liberté de culte soit plutôt une liberté réelle, un droit créance, ça reviendrait à exiger de l'État qu'il garantisse positivement que chacun aura bien les moyens de pratiquer son culte. Par exemple, en aidant financièrement pour les lieux de culte si c'est nécessaire. Alors peut-être pas pour les adorateurs de Baal ou de Cthulhu par contre, mais bravo la discrimination, et quand les grands anciens vont revenir, on faudra pas pleurer. Les droits créances ou libertés réelles, puisqu'elles créent plus de contraintes positives, sont plus difficiles à garantir et concilier en grand nombre que les libertés formelles, qui requièrent seulement de garantir la non-interférence d'autrui. La liberté de circulation ne coûte pas grand-chose tant qu'on la comprend comme une liberté formelle. En gros, rien ne t'interdit de monter dans un train ou de prendre une voiture pour aller où tu veux tant que tu payes le prix, mais ça coûte bien davantage si on veut en faire au moins partiellement une liberté réelle. Ça peut revenir à exiger de financer la gratuité des transports en commun par exemple, ce qui est tout à fait envisageable, mais on voit que ça fait peser des contraintes beaucoup plus lourdes tout de suite. Mais au moins ça garantit que dans une certaine mesure au moins, tout le monde pourra vraiment exercer cette liberté. Et certains droits particulièrement importants nous semblent devoir être compris en ce sens fort. Typiquement le droit à l'éducation ou à la santé. Les réduire à ceci que rien ne vous interdit d'éduquer vos enfants et de vous soigner pourvu que vous en ayez les moyens, ça nous semble juste incorrect. On est attaché à ce que ce soit réellement accessible à chacun et pas seulement formellement. Par contre, le droit de conduire un véhicule haut de gamme, ça va pas nous déranger qu'il réside seulement en ceci que rien n'interdit au premier jeune entrepreneur venu d'en acquérir un pourvu qu'il en ait les moyens. C'est son droit le plus absolu, certes, mais juste un droit formel, un droit liberté. Et ça viendra à l'idée de personne d'en faire un droit créance. Parce que c'est peut-être pas aussi important que la santé ou l'éducation. Enfin, je sais pas. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Ouais, je crois que la question elle est vite répondue là. Je trouve aussi important de souligner que même lorsqu'on parle d'une liberté formelle ou d'un droit créance, ça n'est jamais aussi absolu que ça en a l'air. Déjà parce qu'il y a forcément des limites dans les moyens dont on dispose collectivement pour garantir à tous cette capacité réelle à faire tel ou tel truc, et aussi parce qu'il peut y avoir des conflits de priorité vis-à-vis d'autres droits ou libertés réelles qui peuvent sembler plus importantes. Comme je le soulignais déjà dans ce vieil épisode sur le droit à l'avortement, plutôt que de penser le débat en termes de droits absolus, il serait plus juste de dire qu'il y a des conflits entre différents droits, et l'arbitrage particulier que fait la loi à un moment donné n'est pas le seul légitime et n'a rien d'irrévocable. Bref, si vous creusez un peu sur ces différents types de libertés ou droits, vous allez voir que c'est un labyrinthe de distinctions conceptuelles qui se recoupent plus ou moins et dans lesquelles il peut être assez difficile de s'y retrouver. Il y a bien d'autres notions et bien d'autres aspects qui auraient mérité d'être analysés et je ne l'ignore pas, mais les trois sens que j'ai relevés dans ces deux vidéos me semblent assez éclairants et transversaux pour aider à réfléchir à tout ça. Pour résumer les choses, selon un premier sens hyper minimal, être libre de X résiderait seulement dans ceci que l'autorité politique ne me contraint ni de faire ni de ne pas faire X, autrement dit c'est dans le silence de la loi. Selon une deuxième définition plus riche, on peut ajouter la condition que l'autorité politique garantisse que les autres n'interfèrent pas avec ma volonté de faire ou non X, donc ma liberté en ce sens fait peser des contraintes sur les autres, mais seulement des contraintes négatives. Et enfin, selon une troisième définition plus forte, pour que je sois réellement libre de faire X, il faut ajouter que j'ai aussi réellement les moyens, la capacité de faire X ou non. Et donc faire en sorte que tout le monde ait une liberté en ce sens, donc ait réellement la capacité de faire X, ça peut faire peser des contraintes positives assez fortes sur les autres. Donc c'est plus difficile à garantir et à concilier, même si ça en vaut davantage la peine, puisque là au moins tout le monde peut réellement jouir de cette liberté de faire X. Mais oui, c'est très sympa quand tout le monde jouit de faire X. Voilà, j'espère qu'après tout ça vous ferez un peu plus attention quand vous parlerez ou quand vous entendrez parler de liberté ou de droit. C'est important de clarifier en quel sens on va prendre ces termes pour éviter de tomber dans des disputes verbales. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode et un très grand merci à toutes celles et ceux
qui me soutiennent sur Tipeee et sur Utip, car c'est grâce à vous que j'ai la liberté, non seulement au sens 1 et 2, mais surtout au sens 3, de continuer à faire des vidéos comme ça. Donc merci vraiment, vraiment beaucoup. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera de toute autre chose. D'ici là, portez-vous bien et ne me mettez pas de majuscules au mot liberté, s'il vous plaît. Bisous. Bisous.